Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loès au micro pour parler cette semaine d'une parution exceptionnelle à mon avis, les mémoires de la militante féministe Madeleine Pelletier. Je signale au passage qu'il y aura des lectures publiques de son œuvre dans plusieurs bibliothèques et lieux culturels ce printemps pour les 150 ans de sa naissance. Vous retrouvez l'émission et ses références sur le site de Parole d'Histoire et sur la chaîne YouTube du podcast, où se trouve également une playlist avec d'autres épisodes en histoire du genre et des femmes. Si vous appréciez l'émission, vous pouvez laisser une note ou un commentaire sur iTunes, Spotify, etc. Ça permet au podcast d'être découvert par plus de monde. Tout de suite, Christine Barr pour parler de Madeleine Pelletier. Merci et très bonne écoute. Pour parler du livre Mémoires d'une féministe intégrale de Madeleine Pelletier, les écrits autobiographiques de cette féministe de la fin du 19e et du début du 20e siècle, j'ai le plaisir d'être avec Christine Barr. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université d'Angers, spécialiste de l'histoire des femmes et du genre, et donc vous avez réuni, édité, publié des textes de Madeleine Pelletier. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, peut-être éclairer le titre « Qu'est-ce qu'une féministe intégrale ?» Mais c'est Madeleine Pelletier. L'expression est d'elle. Elle veut qualifier ainsi un féminisme complet qui intègre toutes les dimensions de l'oppression des femmes. Alors bien sûr, l'acquisition de la citoyenneté, mais bien au-delà, une émancipation sexuelle qui fait d'elle une féministe très originale et en avance sur son temps et en décalage avec le féminisme de son temps. Intégrale aussi parce qu'elle défend des moyens d'action plus radicaux que les autres féministes. Et sans doute aussi parce que pour elle, le féminisme est beaucoup plus qu'un combat dans l'espace public, c'est aussi un mode de vie, des choix de vie très intransigeants. Le privé est politique pour Madeleine Pelletier, donc elle anticipe réellement beaucoup de choses. Oui, c'est un texte... Le livre que vous publiez est absolument frappant, hein. Je recommande sa lecture, d'autant que c'est directement paru chez Folio Histoire, inédit en format de poche, donc c'est un livre tout à fait accessible, c'est des textes brefs que vous contextualisez, c'est très frappant de modernité, et c'est très singulier aussi parce que c'est quelqu'un, on va retracer quelques jalons peut-être de sa vie, qui était contemporaine de différentes phases du féminisme de son époque, c'est-à-dire que elle commence à être politisée, à militer fin 19e, tout début 20e siècle, et c'est encore une phase de féminisme, on va pas dire modérée, mais disons qui a les héritages du 19e siècle, et puis elle est aussi au contact des féminismes plus radicaux, transformés après la Première Guerre mondiale, donc elle est contemporaine de différentes phases également de l'affirmation de ces mouvements. Oui, alors elle s'éveille au féminisme avec Astier de Valserres, qui est une personnalité qu'on est en train de redécouvrir aujourd'hui, qui s'habillait en homme comme Madeleine Pelletier, qui était une musicienne, compositrice, créatrice d'une ligue pour l'affranchissement des femmes. Donc elle connaît le féminisme le plus radical dès sa jeunesse, elle fréquente Louise Michel, c'est même elle qui va provoquer l'initiation de Louise Michel quelques mois avant le décès de Louise Michel. Elle fréquente d'abord les milieux anarchistes et elle fonde à 15 ans un groupe féministe anarchiste. Donc c'est une militante très précoce et qui intègre très vite toutes les enjeux de militants dès sa jeunesse. C'est vraiment avec une acuité, une intensité incroyable. Pour la situer pleinement dès sa jeunesse dans le féminisme de son temps, Madeleine Pelletier est aussi proche d'Hubertine Auclert. Donc elle adhère à la logique suffragiste que Hubertine Auclert va réussir à imposer difficilement en plusieurs décennies dans le mouvement féministe. Pour la situer, disons qu'elle est née en 1874, elle est née dans un milieu très modeste, et donc elle rejoint les mouvements féministes et anarchistes dont vous avez parlé à la toute fin du 19e siècle. Oui, elle quitte l'école à 12 ans, et elle va par la suite reprendre des études, mais elle est d'abord en quelque sorte une autodidacte et prise en charge par des compagnons anarchistes parisiens qui lui donnent des livres à lire et qui l'aident à s'extraire de ce milieu pathogène dans lequel elle a été élevée.
Parallèlement à son engagement dans le féminisme, elle connaît un début d'émancipation personnelle par une ascension sociale. Même si elle a quitté l'école, elle rejoint malgré tout un monde intellectuel auquel elle appartient par ses lectures, par ses études, et aussi par son statut, puisqu'elle devient médecin. Est-ce qu'on peut éclairer ce moment tout à fait décisif pour elle? Oui, bien sûr, c'est essentiel. Elle est d'une vive intelligence et elle désire s'émanciper intellectuellement et pouvoir gagner sa vie. Elle a une ambition assez hors norme et vraiment encouragée par des hommes progressistes, socialistes, francs-maçons, qui croient en elle, qui l'aident à obtenir des bourses, une bourse de la ville de Paris notamment, et elle entreprend des études de médecine. Et très vite, elle est attirée par la recherche en anthropologie physique et ensuite en psychiatrie. Donc elle soutient une thèse de psychiatrie tout naturellement, elle veut devenir interne des asiles d'aliénés. Et là, elle découvre le blocage sexiste en 1902. Elle n'est pas citoyenne, elle ne peut pas donc passer ce concours. Une lutte féministe s'organise et dès 1903, elle peut passer le concours et elle l'obtient. Donc, elle va passer ces années d'internat dans différentes structures à Paris. Ça devient un élément clé de son identité personnelle et militante, au point qu'elle signe un grand nombre de ses textes Doctoresse Pelletier. Oui, bien sûr, c'est une grande fierté, même si finalement elle n'est pas devenue interne des asiles d'aliénés au moment où elle aurait dû réussir le concours ultime. Elle est engagée politiquement sur tous les fronts, à la SFIO, dans le mouvement féministe, dans la franc-maçonnerie. Et elle ne consacre pas assez de temps à ce concours. Donc, elle échoue et elle devient médecin suppléante des PTT et médecin de nuit de la ville de Paris. Et pendant des années, et presque pendant toute sa vie, en fait, elle va manquer d'argent et avoir des relations compliquées avec son administration. Donc, on va pas dire qu'elle survit, mais enfin, elle a quand même vécu avec de tout petits moyens. Avec un paradoxe déchirant à la fin de sa vie, puisque cette femme qui était engagée dans la réflexion sur la psychiatrie et la réflexion sur l'aliénation psychiatrique devient elle-même internée et finit sa vie dans un asile dans la misère. Tout à fait. Elle a par exemple publié sur les asiles dans l'encyclopédie anarchiste dirigée par Sébastien Faure. Donc elle a pris des positions libérales sur la question de l'asile et qu'elle voit comme une forme d'incarcération. Et c'est ce qui va se produire. La première femme interne des asiles d'aliénés est arrêtée en 1939 pour avoir pratiqué un avortement. En réalité, elle en a pratiqué beaucoup plus. Et elle est jugée irresponsable et placée à l'asile du Père-et-Vaucluse, donc en fait condamnée à la perpétuité. Elle sait qu'elle ne pourra pas en sortir. Elle est diminuée physiquement, elle a fait un AVC en 1937 et elle a un tout petit cercle d'amis, de camarades qui la soutiennent, mais vraiment un tout petit cercle. Un petit peu après son hémiplégie, elle a bénéficié d'une collecte puisqu'elle est déjà dans une semi-misère tout à fait là à la fin de sa vie, puisqu'elle n'est plus capable de travailler. Elle a 63 ans à l'époque. Donc la fin de sa vie est particulièrement tragique et un des textes publiés en rend compte, puisqu'elle le dicte à son amie Hélène Brion le 23 décembre 1939 et elle meurt le 29 décembre. On va revenir sur ces différents engagements. Pour ça, il faut d'abord la situer aussi sur le plan historiographique, parce que c'est une figure qui a été, on pourrait dire, progressivement redécouverte. Elle faisait partie du paysage militant féministe de cette période, mais elle est venue au premier plan peut-être un peu plus tardivement dans l'historiographie que certaines, et pas uniquement par la France. Est-ce qu'on peut dire un mot de cette redécouverte de Madeleine Pelletier qui s'est faite en partie dans le monde anglophone, au Brésil, et évidemment à laquelle vous avez aussi contribué?
Alors, elle n'est quand même pas au tout premier plan parmi les personnalités féministes de la Troisième République, même si j'essaie de m'employer pour qu'elle remonte dans le classement des grandes figures, hein, d'ailleurs, une notion que je conteste beaucoup. Effectivement, on doit sa redécouverte, alors en partie à Charles Sauerwein, un historien américain travaillant en Australie qui avait fait sa thèse dans les années 70 sur les relations conflictuelles entre féminisme et socialisme au tout début des années 1900. Donc il avait découvert Madeleine Pelletier, était complètement séduit par la lucidité de ses analyses, par son intransigeance. Donc, il a joué un grand rôle. Parallèlement, une étudiante de Michel Perrault en maîtrise, comme on disait à l'époque, Claude Ménien, consacre son travail à Madeleine Pelletier et à Nelly Roussel. Et ensuite, elle réédite l'éducation féministe des petites filles avec une préface. Donc, c'est vraiment dans cette collection Mémoires de femmes chez Syros, qui était à l'époque dirigée par Huguette Bouchardot, c'est vraiment cette réédition qui fait connaître Madeleine Pelletier en France, même si le livre de Charles Sauerwein, qui a été publié à la fois en français et en anglais, a eu beaucoup d'écho. Hein, ça s'appelle Les femmes et le socialisme. Il faut bien dire que tout ça, c'est avant qu'existe Gallica, c'est avant qu'il y ait une possibilité d'accès démultipliée aujourd'hui de façon Oui. invraisemblable. Hein. C'est l'époque où c'est encore difficile de se procurer un grand nombre de textes de la période. Oui, alors je voudrais quand même terminer avec Felicia Gordon en Angleterre qui publie la première biographie de Madeleine Pelletier, donc un petit peu avant la biographie, alors elle n'a pas été traduite, un petit peu avant la biographie de Charles Sauerwein et Claude Ménien aux éditions Ouvrières. Donc il n'y a pas énormément de spécialistes de Madeleine Pelletier. Et moi, en 91, je suis doctorante, je fais ma thèse sous la direction de Michel Perrault, et j'organise un colloque où participent d'ailleurs Claude Ménien, Charles Sauerwein et Felicia Gordon. Voilà, pour l'état de l'historiographie, il est quand même assez vite fait. Hein. Ensuite, il y a des articles, des petites choses, mais vraiment, on a 2 biographies et un colloque. Hein. Ça n'est pas énorme. Et effectivement, les numérisations et Gallica vont permettre un meilleur accès au texte. Surtout Madeleine Pelletier n'ayant pas de descendants, on peut publier très facilement du Madeleine Pelletier. Donc il y a eu aussi quelques rééditions, mais pas vraiment de rééditions commentées comme j'ai voulu le faire avec les textes autobiographiques qui, eux, n'avaient jamais été publiés. Alors c'est une réédition vraiment très précieuse, j'y insiste, et c'est une réédition qui, derrière le titre de mémoire, en fait rassemble plusieurs textes. Quelle est la nature et la cohérence de cet ensemble ? Oui, alors ils ont, ces 3 textes, une teneur autobiographique, et ils sont quand même très différents les uns des autres. Donc le premier, le plus long, Mémoire d'une féministe, a été donné à l'archiviste militante Marie-Louise Bouglet en 1933. Et on le trouve à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. C'est un cahier manuscrit que j'ai transcrit et dans lequel Madeleine Pelletier raconte sa vie personnelle, sa vie militante surtout, sa vie personnelle, disons, de l'âge de 12 ans hein, à l'âge de 40 ans, où là, elle a accumulé des expériences militantes assez fortes et assez remarquables. Et elle en parle d'une manière très, très vivante, avec beaucoup d'anecdotes, et c'est un peu le militantisme vu à partir des coulisses, et avec toujours beaucoup d'esprit critique de la part de Madeleine Pelletier. Ça, c'est le premier texte. Le deuxième texte est assez court, c'est un journal de guerre qui porte surtout sur le début de la guerre, donc 13 journées en septembre 1914. Il y a 2 ajouts ultérieurs où Madeleine Pelletier finalement consigne son désarroi, sa sidération, sa colère, parce qu'elle aurait aimé s'engager et obtenir ainsi une victoire féministe en étant une doctoresse pour les armées, pour soigner les blessés.
C'est son premier élan. Et le ministère refuse. Et elle est contrainte à être une volontaire de la Croix-Rouge, très critique à l'égard de la Croix-Rouge. Donc, c'est un petit texte, mais quand même assez intéressant et très sincère. Hein. C'est un journal qu'elle a tenu pour elle-même, pour mémoire. Pour mémoire d'une période quand même assez exceptionnelle aussi. Alors, on a aussi des frustrations comme lectrice et lecteur, hein, ne dit pas tout, ça n'est pas très politique par exemple, on n'a pas son opinion sur le pacifisme qui va surtout se développer plus tard, mais ça reste un témoignage assez original de femmes féministes sur la guerre qui vient de se déclencher. Et puis en 1939, alors qu'elle est à l'asile, elle fait appel à son amie Hélène Brion pour que son amie puisse prendre en note ses mémoires. Et là, c'est un texte assez court, puisque c'est visiblement en une séance, mais alors quelle séance d'écriture, pendant laquelle elle raconte son enfance de sa naissance à ses 12 ans, donc l'année de la première communion et l'année de l'arrivée des règles, et l'année aussi où elle perd la foi. Donc un récit sur son enfance qui est très intéressant. Et c'est des textes qui, pour certains, ont failli disparaître. Le journal en particulier, vous racontez que c'est un peu rocambolesque la façon dont il est arrivé jusqu'à nous, parce que, vous dites, on a des frustrations comme lecteur ou comme lectrice, mais déjà on aimerait qu'il y en ait beaucoup plus, on aimerait qu'elle ait tenu un journal tout au long de sa vie, parce qu'il y a quand même tellement de notations personnelles originales que, voilà, on aimerait en savoir plus, c'est des textes assez brefs, mais même ce texte bref, l'un d'eux a failli ne pas survivre. Oui, parce que pour le journal, on a simplement une transcription, un tapuscrit, peut-être avec certaines erreurs, et l'original a été volé à la bibliothèque Marguerite Durand, ou égaré, mais je pense plutôt volé. Même les archives qu'elle confie à Marie-Louise Bouglet, son manuscrit en 1933, hein, tout ça aussi aurait pu disparaître, puisque Marie-Louise Bouglet a eu du mal, enfin, après son décès en 1936, il a été difficile de sauvegarder toutes les archives qu'elle avait réunies, dont le manuscrit de Madeleine Pelletier. Et la BHVP, la Bibliothèque historique de la ville de Paris, a accepté en 1946. Donc il y a une errance de 10 ans pour cet ensemble d'archives parmi les plus fascinantes sur le féminisme de la Troisième République. Hein. Après, il faut attendre 1982 pour que les archives soient inventoriées. Donc c'est dire si ces archives n'étaient pas considérées, hein, prises en considération par cette bibliothèque. Et c'est une doctorante de Michel Perrault, Maïté Albistur, qui a fait l'inventaire. Donc même pas quelqu'un qui ferait partie de l'équipe de la bibliothèque. Donc moi qui suis l'animatrice depuis longtemps de l'association Archives du féminisme, j'insiste quand même sur ces aspects-là parce qu'ils vont avoir une influence évidente sur la recherche. Si on n'a pas parlé de Madeleine Pelletier plus tôt, c'est aussi parce que ces archives n'étaient pas accessibles, qu'elles n'étaient pas inventoriées. Et ensuite, une partie a disparu aussi, faute de soins adéquats et de protection contre le vol, par exemple. Donc, tout ça est très fragile, même dans des structures publiques. Donc 3 textes complémentaires, une autobiographie partielle, un journal de guerre partiel lui aussi, et puis un texte paradoxal puisque c'est un texte sur l'enfance, mais rédigé plutôt dicté à la toute fin de sa vie. Et à ces 3 textes que vous avez réunis, il faut en ajouter un 4e que vous analysez également. Vous l'avez pas reproduit parce que ça changerait complètement de volume, mais vous l'avez pas reproduit, mais vous l'analysez également. C'est un texte de fiction. Mais en fait, c'est une autobiographie déguisée sous forme de fiction. Alors du coup, il faut en dire un mot parce que ça éclaire aussi à la fois les pratiques d'écriture et puis la perception de soi de Madeleine Pelletier qui s'est aussi projetée dans un roman. Oui, elle voulait laisser des traces. Hein. Elle a transmis ses archives, elle a écrit des mémoires, elle a gardé ce journal de 1914 fragmentaire. Tout ça montre bien qu'elle avait conscience d'être née trop tôt, mais d'avoir joué un rôle historique important. Elle voulait transmettre aux générations futures. Et aussi à ses contemporains, parce que comme elle a joué très jeune un rôle important dans les années 1904, 1905, jusqu'à la Première Guerre mondiale,
sociale, elle est vraiment sur le devant de la scène parmi les plus radicales. Elle est déjà entrée dans l'histoire. Elle ne veut pas qu'on l'oublie dans les années 30. Donc, il y a cette transmission et elle écrit sous la forme d'un roman parce qu'elle aime écrire, elle aime aussi la forme un peu romancée qu'elle pense plus adaptée au grand public. Et donc, elle écrit une autobiographie déguisée qui s'appelle La femme vierge. Quel titre, hein. Et elle ne trouve pas d'éditeur. C'est quand même une personnalité sulfureuse. Il y a des rumeurs à propos de sa pratique des avortements. Elle trouve plus difficilement des éditeurs dans la dernière phase de sa vie. Et donc, c'est à compte d'auteur qu'elle publie chez un éditeur lillois, La femme vierge. Et c'est vraiment très important de relier les textes autobiographiques et La femme vierge parce elle donne dans La femme vierge des indications. Il y a des transpositions, notamment, on va peut-être y revenir sur la fin. Elle s'imagine mourir, c'est quand même pas banal. Mais non seulement mourir, mais avec des obsèques grandioses. Avec des obsèques grandioses et sous la mitraille d'une révolution, d'une manifestation spartakiste en Allemagne en 1919. Donc c'est vraiment très riche cette fin qu'elle imagine. La teneur autobiographique est quand même très forte. Donc on a des indices dans La femme vierge qui permettent de compléter les lacunes, les non-dits des textes autobiographiques. Donc il faut jouer aussi avec ce texte-là. Et j'ajouterai également avec la correspondance, que je cite beaucoup dans la longue chronologie que j'ai ajoutée à la fin du livre. Et notamment, j'ai placé beaucoup de citations de ces échanges avec la féministe Ariely, où on trouve aussi des informations vraiment essentielles. Cette fin du roman qu'elle imagine en héroïne spartakiste, en tout cas d'un mouvement révolutionnaire tombé sous les balles, ça éclaire aussi quelque chose qui est problématique dans son parcours après la Première Guerre mondiale. On pourrait dire que toutes les conditions auraient été réunies pour sa rencontre avec le mouvement communiste et avec à la fois les figures qu'il promeut et puis les positions plus radicales qu'il prend, aussi bien sur le plan électoral que sur le plan idéologique vis-à-vis de la cause féminine. Et c'est une rencontre qui se fait, mais qui se fait pas complètement. Est-ce qu'on peut expliquer ce qui se produit à ce moment-là ? En fait, ça se prépare avant, parce que dès le congrès de la Deuxième Internationale à Stuttgart en 1907, elle prend une position féministe. Elle refuse de s'aligner sur l'orientation dominante imposée par Clara Zetkin, qui inféode les mouvements féministes au mouvement ouvrier internationaliste. Madeleine Pelletier, elle est partisane à la fois d'un engagement politique, à gauche, et le plus à gauche possible, révolutionnaire, mais elle est aussi partisane d'un mouvement féministe autonome, indépendant, parce qu'elle ne croit pas vraiment à l'orientation féministe du mouvement ouvrier. Elle croit que c'est superficiel, que c'est très largement incomplet, et puis que ce sont de toute façon des hommes qui dominent ces organisations-là et qui n'ont pas l'intention de céder le pouvoir aux femmes. Il y a très peu de militantes femmes socialistes à cette époque-là en France. Donc pour Madeleine Pelletier, le problème est éclatant. Et donc, il faut garder une ligne féministe indépendante, mais aussi essayer de peser dans l'orientation des mouvements, du mouvement ouvrier et notamment des mouvements révolutionnaires. Voilà, donc de longue date, elle a choisi cette indépendance. C'est un esprit libre. Elle est souvent... Elle n'obéit pas aux consignes, c'est une désobéissante. Elle se donne ce droit-là de désobéir aux consignes, de faire des pas de côté. Et elle veut aussi vérifier par elle-même. Donc elle se rend en Russie en 1921. En 1922, elle publie Mon voyage aventureux en Russie soviétique, où, avec beaucoup de liberté, elle observe ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas. Elle désapprouve, par exemple, le sort fait aux anarchistes en Russie. Du côté des femmes, elle n'est pas très satisfaite non plus, même si le droit à l'avortement,
il y a des innovations dans la politique de la famille et la politique sexuelle en Russie qui lui plaisent bien, mais elle est aussi méfiante. Donc c'est un récit assez équilibré. Et en fait, elle rate, c'est vrai, à ce moment-là, en France, un moment où féminisme et communisme ont quand même... on parle beaucoup de rendez-vous manqués, et habituellement, là, le rendez-vous, il est un peu moins manqué. Il y a quand même une influence féministe au tout début du Parti communiste en France qui est très importante. Il y a le journal La Voix des femmes qui exprime ce féminisme communiste. Et puis il y a aussi L'Ouvrière, le journal féminin du parti, qui est sensible aux thématiques féministes. Et il y a des réunions qui ont beaucoup de succès quand même. Bon, ça n'a pas duré longtemps, ça n'a pas résisté à la bolchevisation du parti. Et Madeleine Pelletier va finalement partir en 1926. Mais elle désobéit dès le départ. Par exemple, elle ne quitte pas la franc-maçonnerie alors que la Troisième Internationale exige des francs-maçons de quitter la franc-maçonnerie. Elle n'obéit pas. Donc, elle est comme ça, Madeleine Pelletier. C'est ce qui la rend si intéressante, parce qu'en plus, elle explique et elle publie ses réflexions. On va revenir aux racines de cette indépendance d'esprit et à ce moment que vous avez souligné dans ce dernier texte dicté juste avant sa mort, ce moment de ses 12 ans qui permet de resituer finalement un moment de cristallisation personnelle, corporelle, intellectuelle, spirituelle, familiale. Beaucoup de choses se jouent à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez éclairer ce qui est peut-être évidemment reconstruit, parce que il est possible qu'en ayant dicté ça, elle est synthétisée autour d'un moment clé des choses qui étaient sur une durée plus longue, mais en tout cas, indéniablement, à la fin de l'enfance, il se produit une série de choses qui vont déterminer une grande partie de ses orientations. Alors, elle a profondément vécu dans sa chair les injustices de classe et de sexe, et elle les a éprouvées à l'école avec les religieuses. Elle se sent méprisée parce qu'elle a des poux, parce qu'elle est sale, parce qu'elle est pauvre. Et son intelligence n'est pas pleinement reconnue par les religieuses. Donc là, à 12 ans, elle se révolte. Elle est renvoyée aussi à la maison parce que ses règles arrivent. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Sa mère ne veut pas la renseigner. Sa mère, qui est une catholique extrémiste dans son catholicisme et son adhésion aussi à la monarchie. Et donc, c'est le père de Madeleine Pelletier qui lui donne les renseignements sur comment on fait les enfants, la grossesse, les règles. Et Madeleine Pelletier, qui s'appelle Anne, normalement, qui a choisi de changer son prénom pour ne pas porter le prénom de sa mère, rejette ce qu'il est convenu d'appeler la féminité au sens symbolique et au sens physique du terme. Elle éprouve du dégoût pour son corps et aussi pour le corps de sa mère quand elle se dit que sa mère aussi a été comme ça, réglée puis enceinte. Donc il y a un problème autour du corps, de la honte et de la fragilité aussi du corps féminin, s'y exposer aux violences, exposée aux maternités non désirées, et elle décide au fond de ne pas être tout à fait une femme. Elle est une femme socialement parce qu'elle est victime de discrimination en raison de son sexe. Elle en a bien conscience et elle va lutter contre cela. Elle est solidaire, elle devient solidaire de la classe des femmes, mais elle rejette ce corps sexuel, décide de ne pas faire l'éducation de son sens génital, ça c'est son expression. Donc elle décide très, très jeune en fait de rester vierge. Donc dans les mentalités de l'époque, en fait de ne pas devenir une femme. Une vierge n'est pas tout à fait une femme, en renonçant à la sexualité. Donc ça revient un petit peu dans ses écrits autobiographiques. C'est un des aspects les plus fascinants aussi de sa vie, ce choix politique, mais aussi dans une certaine mesure psychologique qu'elle fait de la virginité militante, de donner un sens féministe à ce choix de la virginité.
Ce qui est d'ailleurs quelque chose qu'on peut relire en 2024 sans doute plus facilement, parce qu'il y a toute une série de discours aujourd'hui qui peuvent construire les contours de choix comparables, ce qui était proprement inenvisageable pour la société de son époque, y compris pour la plupart des militantes féministes. C'est aussi des choix qui se traduisent par des choix vestimentaires, des choix d'apparence, qui sont très marqués, qui marquent les contemporains d'ailleurs, qui sont très affirmés, visibles sur la couverture dans le cahier photographique qui figure dans le livre. Est-ce que vous pouvez l'expliquer ? Oui, alors elle s'est beaucoup intéressée finalement à la codification du genre. Elle n'emploie pas le mot genre, mais vraiment tout ce qu'elle écrit est à la hauteur de tout ce que nous faisons en études de genre aujourd'hui. Elle regarde ça avec un œil de sociologue, pas tellement d'historienne, mais en tout cas de sociologue, attentive à la socialisation, attentive à l'imposition de modèles, aux injonctions à la féminité. Qu'est-ce que ça veut dire d'être, pour les femmes, d'être le beau sexe contraint à la séduction hétérosexuelle. Elle déconstruit à merveille toutes ces injonctions vestimentaires et elle porte le pantalon en expliquant « Mon costume dit à l'homme, je suis ton égal ». Donc elle donne un sens profondément féministe à son choix vestimentaire. Maintenant, effectivement, à la lueur des évolutions actuelles, on peut aussi entendre différemment ses propos. Et dans une correspondance avec Ariely, elle dit qu'elle ne tient pas à être confondue avec une lesbienne, qu'elle n'est pas lesbienne. Elle fait plutôt le choix de la privative sexualité, qui est un combat moderne aussi, enfin je veux dire contemporain, qui a été complètement minimisé à la grande époque de la révolution sexuelle. Ne pas avoir de désir sexuel était perçu comme une pathologie. Aujourd'hui, il y a presque un combat pour la dépathologisation de la sexualité. Donc ça a à voir avec Madeleine Pelletier, je trouve. Et puis tout ce qui concerne la transidentité, parce qu'elle frôle la transidentité. Et elle écrit à Ariely qu'elle a envisagé d'adopter une identité masculine. Elle dit que ça pourrait se faire. Ça fait partie du champ des possibles pour elle. Alors, j'étais sidérée de découvrir ce passage dans une de ses lettres. Elle dit, mais elle écrit, je ne vais pas le faire parce que ce serait compliqué, il faudrait quitter Paris, recommencer à zéro, mais j'aurais aimé être un homme et pouvoir m'affirmer dans le champ des sciences ou dans le champ de la politique. Et elle écrit être une femme est le grand malheur de ma vie. Et elle vit le fait de s'habiller en femme. Par exemple, quand elle part en Russie, elle doit s'habiller en femme pour passer inaperçue. Et elle le vit comme un travestissement. Donc pour elle, être habillée en femme, c'est ça, le travestissement. Donc aujourd'hui, effectivement, on réfléchit à nouveau frais, à ce vocabulaire, le mot travestissement, à la transidentité. Elle n'est pas devenue un homme trans, mais elle n'en était pas loin. Et c'est, dit-elle, pour des raisons pratiques, qu'elle a renoncé à le faire. Mais ce qui l'emporte, c'est quand même Bon, on fait attention aussi aux pronoms aujourd'hui. Elle utilise le féminin, elle utilise le mot doctoresse. Et c'est une féministe matérialiste. Pour elle, femmes, hommes, ce sont des classes. Et ce sont des classes qu'il faut définir par des rapports de domination. Et ça n'est que ça. Elle a vraiment une perspective antinaturaliste et anti-essentialiste qui est époustouflante pour son temps. Avec une tension très perceptible dans ses propres écrits, c'est que c'est une féministe, si j'osais, je dirais, qui n'aime pas les femmes, et qui dit plusieurs fois qu'elle est révoltée par la mentalité d'esclave des autres femmes, qu'elle considère qu'elle n'est pas à sa place avec ces femmes, avec d'ailleurs plein de raisons différentes, aussi bien une raison un peu générale, qui est qu'elle trouve que la plupart des femmes qu'elle côtoie ne sont pas prêtes à leur émancipation, et aussi des raisons plus spécifiques, notamment lorsqu'elle fréquente les féministes de la bonne société, où elle voit finalement que les réunions féministes sont l'occasion de passer le temps, comme on irait à une œuvre ou comme on irait jouer aux cartes, et que finalement il n'y a pas d'éthos militant chez la plupart des bourgeoises féministes qui fréquentent ces réunions dans les années 1900-1910. Alors bourgeoise, petite bourgeoise, elle les décrit assez bien sociologiquement. Et avec toujours cette analyse de classe et cette analyse de genre qu'elle mêle d'une manière intersectionnelle.
avec voilà, beaucoup de finesse, mais de manière implacable et sans cruauté, mais sa lucidité est telle que ça en devient presque cruel pour les féministes de son temps. Alors, elle rejette ce qu'il est convenu d'appeler la féminité, ça c'est sûr. Alors, est-elle misogyne? Non, parce qu'elle n'est pas animée par une quelconque forme de haine. Mais elle n'aime pas, alors vous avez dit, elle n'aime pas les femmes, c'est ainsi qu'elle s'exprime, je n'aime pas les femmes telles qu'elles sont et je n'aime pas le peuple tel qu'il est. Elle n'est jamais portée à l'idéalisation des groupes dominés. Ça aussi, je trouve que c'est une leçon politique qu'elle nous donne encore aujourd'hui, je trouve. Elle déconstruit, elle n'idéalise pas, elle essaie d'identifier les mythes qui peuvent nous piéger sur le plan politique. Donc, elle méprise, c'est vrai, elle a du mépris, elle est tellement exigeante, elle porte tellement, avec tellement de courage le combat féministe en consacrant sa vie à ce combat, que, évidemment, la comparaison avec des militantes un peu mollassonnes, un peu timorées, est fatale. Donc, elle est tout le temps insatisfaite. Elle a très peu d'alliés et elle s'isole en raison de son intransigeance. Et son intransigeance sur les femmes qu'elle trouve coupables de vouloir être séduisantes fait partie du problème. Par exemple, elle exprime son mépris à l'égard de Marguerite Durand, du féminisme en dentelle. Voilà, c'est sans appel. Et il faut dire il faut aussi bien reconnaître que sa théorie de la virilisation des femmes a beaucoup d'ennemis parmi les féministes. Hein. La plupart des féministes ont une pensée différentialiste, essentialiste à l'époque. Hein. Elles définissent les femmes par souvent la maternité, les femmes seraient porteuses de valeurs alternatives et seraient par essence, oui, des mères protectrices de la vie, par exemple, et donc pacifistes pour cette raison même. Voilà, Madeleine Pelletier fait exploser tous ces raisonnements-là. Donc elle est très mal vue par les féministes. Et il y a cette transgression vestimentaire qui frappe toujours, c'est vrai, mais qui se traduit aussi par des prises de position comme le droit au duel, le droit pour les femmes de faire leur service militaire. Là, c'est un article en 1908 qui va scandaliser les milieux féministes. Les milieux féministes et les milieux socialistes, puisqu'elle le publie dans La Guerre sociale, qui est le journal antipatriotique de Gustave Hervé de l'époque, où on passe son temps à longueur de colonne à dire à bas la caserne, et voilà une féministe qui dit on veut aller dans les casernes, donc elle prend tout le monde à contre-pied. Alors aussi avec quelque chose qui est de l'ordre de la personnalité un peu abrasive, misanthrope on pourrait dire, et du coup elle devait pas être facile à vivre au quotidien, Madeleine Pelletier, et ça l'isole. Cette intransigeance, c'est aussi une intransigeance de caractère, et qui a contribué aussi à son isolement. Oui, effectivement, sa grande amie, je vais mettre des guillemets à amie, c'est une camarade en fait, c'est Ariali, une relation épistolaire à distance. Elles ont en commun la virginité militante et un habillement masculin, mais la recherche du radicalisme. Mais même avec Ariali, Madeleine Pelletier est assez marque une distance. Par exemple, elle trouve qu'Ariali est encore trop mue par des affects, alors que la position de Madeleine Pelletier est celle d'une maîtrise intellectuelle de l'idéal versus les affects, les sentiments. Elle trouve que les femmes féministes sont trop dans le sentiment ou le ressentiment à l'égard des hommes, et que le bon féminisme passe par de bonnes analyses. C'est un combat d'idées rationnel, qui doit être étayé et qui ne peut pas être simplement soutenu par un désir de régler ses comptes avec les hommes. Donc, elle pourrait paraître à certains égards misandre, mais en réalité, non. Même les féministes misandres ne trouvent pas grâce à ses yeux. Donc oui, c'est une psychologie assez particulière. Elle est très cérébrale et elle veut maîtriser tout ce qui est du domaine des affects et du corporel en elle.
Ce qui est paradoxal aussi, parce qu'elle s'intéresse à la psychanalyse, elle a fait des études de psychiatrie, mais là, il y a quelque chose qu'elle doit vraiment endiguer très fortement pour continuer à vivre. C'est vraiment, je pense, une question de vie ou de mort psychique pour elle. Elle ne peut pas agir autrement. Donc c'est ce qu'on va appeler misanthropie. Pas misogynie, mais misanthropie. Voilà, ou une forme de désespoir existentiel Bien sûr. qui s'exprime à beaucoup d'endroits du texte, qu'elle exprime avec une conscience de sa propre mortalité. Il y a des passages très forts de ce point de vue-là dans les textes que vous reproduisez. Je voudrais qu'on dise un petit mot de son rapport à la République et de son rapport à la guerre. Sur la République, il y a un très beau texte. Je vous propose d'écouter cet extrait. C'est un extrait du journal de guerre dont on va écouter une lecture. Journal de Madeleine Pelletier, 23 août 1914, lu par Anna Kubishta. Je prends, mélancolique, un café devant la gare du Nord. Un pneu éclate avec un bruit d'artillerie. Cela me fait penser à des pétards que j'ai achetés le 14 juillet dernier. Madame R et ses locataires avaient trouvé stupide cet achat de pétards. Naturellement, ce sont elles qui étaient stupides. Je voulais ressaisir une impression de ma petite enfance. Je suis si malheureuse que je recherche les joies fugitives du passé. On faisait partir beaucoup de pétards dans les premiers 14 juillet. Et lorsque le pétard éclatait, on criait « Vive la République !» La République m'apparaissait alors comme quelque chose de très beau et de très fort, qui éclatait comme une détonation. Mes pétards à la main, je pense combien est vain le fantôme après lequel je cours. Elle n'éclate plus. Elle n'éclatera plus jamais, la République. Des messieurs très sages, très terre-à-terre, l'incarnent, qui ne songent qu'à gagner le plus possible d'argent pour des dîners, des autos, des femmes stupides. Le passage qu'on vient d'entendre sur la République, ça revient d'ailleurs à un autre moment dans son texte, c'est aussi un ancrage d'enfance, avec une mère anti-républicaine, un père plutôt républicain, une fascination d'enfant pour les pétards du 14 juillet, et en même temps une promesse non tenue. Donc il y a beaucoup de choses finalement, il y a beaucoup d'imprégnation aussi de l'enfance, y compris dans sa politisation. Oui, en plus sa vie correspond à peu près aux dates de début et de fin de la Troisième République, donc c'est révélateur de voir qu'elle commence par un espoir, l'émancipation par l'école, le 14 juillet, la fête, la modernité, les constructions dans Paris. Donc alors qu'elle est enfant, elle voit le progrès, elle observe des progrès qu'elle pense dus à la République. C'est la promesse républicaine, et d'autant plus désirable que la République est combattue par sa mère farouchement cléricale qui parle de ruine publique et qui interdit à la petite fille d'accepter des bonbons le 14 juillet ou de se réjouir du fait que ce soit la fête dans son quartier de la rue Montorgueil. Donc il y a le rêve républicain, l'espoir, et puis quand même qui se concrétise par son ascension sociale. Elle est rendue possible quand même par des lois et aussi des attitudes républicaines, la solidarité des francs-maçons à son égard. Là, on est dans du concret. Donc il y a l'espoir républicain, et puis ensuite, très vite, elle se rend compte que, en tant que femme, elle est exclue de cette promesse de progrès, et elle critique particulièrement la France. C'est une des phrases finales pour être à la remorque pour les droits des femmes et toujours en retard. Et il y a aussi cette phrase dans une de ses dernières lettres, voilà comment on traite en France les femmes qui se distinguent au plan intellectuel. Arialis s'est suicidée et moi je suis dans un asile d'aliénés. Donc une critique des promesses non tenues de la République. Il y a la République et puis aussi le communisme. Elle a quand même le communisme au sens large. Elle a écrit un livre qui s'appelle Une vie nouvelle, où elle imagine une société idéale qui serait à la fois communiste et féministe. Et donc, après la déception républicaine, elle s'est tournée vers l'espoir révolutionnaire. Et là aussi, elle a... elle a rêvé
Elle a pensé une utopie. Mais dans la réalité, elle est quand même très forte pour repérer les limites, les impossibilités et les déceptions qui s'accumulent. Je voudrais peut-être pour terminer dire un mot de ce journal de guerre qui est un texte très frappant. Alors bon, moi je suis historien au départ de la guerre de 14, donc je l'ai lu aussi sous ce prisme-là. Et vous dites à un moment, je crois dans le commentaire, que c'est un texte où finalement on sent pas encore le pacifisme qui sera le sien ou disons la dimension politique. Mais si on le met côte à côte avec d'autres textes d'août 14, en fait il est déjà très radical dans sa critique du chauvinisme, dans sa mise à distance d'un certain nombre d'évidences patriotiques. Elle est victime de l'espionnite, c'est-à-dire qu'on la prend pour une espionne, ou en tout cas des gens disent qu'elle est suspecte parce que son accoutrement, déjà en temps normal, fait jaser, mais là en plus, on a l'impression que ça contrevient à la grande remise en ordre de la société de la mobilisation. Elle a cette phrase extraordinaire au moment où elle voit toutes ces compagnes de lutte qui se précipitent dans les bonnes œuvres patriotiques. Je n'ai pas fait depuis 11 ans de la propagande féministe pour en arriver à tricoter des chaussettes. Voilà, on peut difficilement quand même faire plus net dans le refus de l'ambiance, du conformisme ambiant de l'entrée en guerre. Et puis, il y a aussi toute une dimension d'errance à proximité du front. Alors, ça, je voudrais peut-être vous poser la question, qu'est-ce qu'elle fait et en quoi, concrètement, elle est même proche de la guerre durant ces semaines d'août-septembre 1914 ? J'insiste sur le fait qu'elle veut voir. Elle n'a pas confiance, et elle a bien raison dans les récits officiels. Donc, elle veut s'engager. Donc là, on l'a vu, ça n'est pas vraiment possible. Elle arrive après la bataille, mais elle saisit des propos très intéressants de soldats avant, après la bataille, de civils, de femmes qui ont eu peur, qu'elle trouve courageuses. Donc, ce sont des notations, des observations qui sont assez intéressantes. Mais qu'est-ce qu'elle fait exactement ? Parfois, on se le demande. Qu'est-ce qu'elle fait dans un bois en pleine nuit à la recherche d'un morceau d'obus ? Ça reste un peu obscur. Donc, on a l'impression qu'elle bascule dans un état mental sans doute lié à la sidération, parce que voir autant de cadavres qui viennent d'être enterrés ou qui ne sont pas encore enterrés, c'est quand même quelque chose de totalement nouveau et extrême. Donc, elle s'intéresse à la psychologie de guerre, en fait, aux croyances, mais elle-même, elle se sent, voilà, à part noter des observations, elle ne publie pas ses observations, elle va se mettre en retrait et finalement reprendre des études de chimie et traverser une forme de dépression. Donc, qu'est-ce que la guerre lui a fait ? D'abord, à nouveau, la République l'a trahi son principe d'égalité, puisqu'elle ne peut pas être utile en tant que médecin. Et elle va se retirer un peu de la scène militante, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Mais du coup, on ne la retrouve pas sur la scène féministe pacifiste qui s'organise dès 1915, à la fois chez les féministes socialistes ou les féministes qui sont les plus à gauche au sein du Conseil national des femmes françaises, qui vont en être exclues pour raisons pacifistes. Elle aurait pu participer à cette ébullition qui est quand même très intéressante, même si un peu limitée en France, parce qu'on réprime beaucoup ces menées féministes pacifistes. Mais elle passe un peu à côté. Alors, d'après des rapports de police, elle assiste quand même à quelques réunions, mais elle n'a pas du tout un rôle de premier plan. Elle se fait un peu discrète. Donc, on ne sait pas tout de la vie de Madeleine Pelletier. En tout cas, la dépression, certainement, elle trouve ce qui se passe tellement affligeant. L'attitude de ses camarades socialistes qu'elle retrouve, qui tiennent des discours chauvins, par exemple, oui. Est-ce qu'elle s'en remettra d'ailleurs ? Je ne suis pas sûre qu'elle s'en remettra vraiment, même si elle fait preuve quand même d'énergie. Mais je crois qu'elle croit encore moins en l'humanité après. Mais c'est intéressant parce que chez Madeleine Pelletier, l'énergie vitale l'emporte toujours sur la dépression. Il y a comme un élan de curiosité et un appétit intellectuel qui est toujours, et un appétit d'engagement qui est toujours plus fort que ce sentiment que vraiment l'humanité est désespérante. Vous auriez aimé la rencontrer ?
j'aurais été très impressionnée. J'aurais eu terriblement peur de son jugement. Et j'ai écrit 4-5 pages sur Madeleine Pelletier et moi à la fin du livre pour expliciter un peu d'où je parle et ce que je ressens. Parce que ça fait 40 ans que je fréquente Madeleine Pelletier comme historienne, mais aussi comme féministe, hein, parce que c'est aussi par rapport à sa théorisation du genre que j'essaie de me situer, de me débattre parfois, parce que je suis issue d'un autre milieu, d'une autre époque, psychologiquement très différente d'elle. Mais son courage je dis rarement ça, quoi, que j'admire son courage. Je trouve que sa lucidité nous aide à mieux réfléchir et qu'elle est un témoin de son temps vraiment passionnant. Grâce à cet esprit hyper critique qu'elle a réussi à développer, grâce à cette indépendance d'esprit, mais qui n'est pas une indépendance totale, parce qu'elle est aussi dans des collectifs qui l'aident à réfléchir, à analyser le monde. Donc c'est ce mélange, en fait, qui est politiquement très important pour elle. C'est une farouche individualiste, et en même temps, elle pense qu'il faut du collectivisme. Elle tient toujours les deux bouts, et donc, dans ses capacités d'analyse, on va retrouver ça, l'indépendance et en même temps les grandes théories de l'analyse marxiste ou féministe qu'on va retrouver chez elle. Je rappelle le titre du livre que vous éditez, donc Mémoire d'une féministe intégrale aux éditions Folio, de Madeleine Pelletier, qui prouve qu'on peut à la fois admirer et objectiver, et c'est pas incompatible, hein, et c'est aussi, je pense, du point de vue des méthodes et de la position de l'historienne, une jolie leçon d'éditer de cette façon-là ces textes. Merci beaucoup, Christine Barr. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.